Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver sur mon podcast Recettes de prod, les bons conseils. Je m'appelle Virginie, je suis une créatrice dans la production d'histoires et ma mission ici est de vous partager les bonnes bases pour comprendre et entrer dans les métiers de la production audiovisuelle ou cinématographique. Je vous partage les bons conseils et vous aide à acquérir et maîtriser les bons outils, les bonnes pratiques et à développer l'état d'esprit qui vous permettra de durer et d'évoluer sereinement dans cette industrie passionnante mais particulière. Ce podcast évoluera dans le temps pour s'adapter autant à mes envies qu'aux nouvelles pratiques et pour compléter ou mettre à jour des données déjà transmises. Dans un souci pratique, ce podcast est en français. Je m'appuie énormément sur ce qui se fait en France et la législation française. Toutefois, je ferai en sorte de transmettre des pratiques nativement universelles car pleines de bon sens et de pragmatisme. Je vous partage mes connaissances et mes expériences pour vous permettre d'évoluer plus sereinement tout en permettant à des talents et des belles histoires d'exister. Ensemble, permettons à ces talents et ces histoires d'émerger tout en contribuant à une économie plus saine et bienveillante. Ensemble, construisons la production de demain. Avec cet épisode, vous allez tout comprendre sur le tissu économique de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel français en répondant à la question suivante, c'est quoi la chronologie des médias ? Pour appréhender au mieux cette notion, je vous partage la définition classique, l'application dans l'économie de l'industrie, pourquoi cette règle est imposée en France uniquement et son évolution. Alors allons-y pour tout savoir sur la chronologie des médias. Rien de mieux qu'une définition pour bien entrer dans un sujet. La chronologie des médias est un dispositif encadrant la diffusion des films. C'est une règle qui définit l'ordre et les délais d'exploitation d'un film selon les supports de diffusion. Cela permet de savoir à quel moment le film pourra être diffusé selon le mode d'exploitation, que ce soit du cinéma, de la télévision gratuite ou payante, SVOD, VOD, DVD, Blu-ray et tout autre support de diffusion. Et pour quelle durée ? Ce système permet surtout de sécuriser l'encaissement d'un minimum de recettes par les cinémas, pour ne pas dire un maximum, étant les premiers à pouvoir diffuser l'œuvre en France. Une œuvre est donc réputée comme un film de cinéma uniquement si elle sort en salle de cinéma. C'est donc bien l'écran qui lui donne ce titre et non la qualité de la réalisation. La chronologie des médias est une particularité toute française. Aucun autre pays n'est autant attaché à la chronologie que le nôtre. Pourquoi ? Parce que le cinéma reste un très bel apport de trésorerie pour le principal financeur public gaulois qui est le CNC. Le CNC récupérant sa commission à chaque ticket de cinéma vendu, soit un peu moins de 11% par ticket, a tout intérêt à sécuriser le privilège de la salle sur tous les autres modes d'exploitation, même s'il touche aussi sa part sur les autres modes, rassurez-vous. La taxe du CNC est nommée la TSA, la taxe spéciale additionnelle, et est à un taux de 10,72% par ticket. Tous les tickets de cinéma, même ceux des films non français. Un système génial. Sur cette part, le CNC garde 20% pour son propre fonctionnement et le reste est réinjecté dans les comptes automatiques des producteurs de films de cinéma. Une productrice a un compte automatique quand elle fait une sortie en salle en tant que productrice déléguée. Cette productrice a accès à son compte automatique et peut l'utiliser uniquement si elle a un capital social de 45 000 €. Une société de production au capital social inférieur à 45 000 € n'aura aucune aide publique et malgré une sortie salle, même réussie, n'aura jamais accès à son compte automatique. De toute façon, un tel cas de figure est impossible en France puisque pour sortir en salle de cinéma, il faut le numéro de visa qui s'obtient auprès du CNC et qui ne vous le donnera pas si vous n'avez pas le montant de capital qu'il faut. Les choses sont bien faites. Un cas de figure qui explique que parfois, une coproductrice initiatrice d'un projet finisse minoritaire sur sa production d'un film parce qu'elle n'a pas les moyens de passer son capital à 45 000 €, en sachant qu'en plus la moitié doit être en cash, en argent quoi. Tout cela, cette règle notamment des 45 000 € de capital, est à l'encontre directe des directives européennes, considérant cette règle comme totalement abusive car déloyale pour la concurrence. Et en France, on fait bien comme on veut, et la consanguinité prime avant tout. Pour tous les films étrangers, la collecte du CNC via les cinémas permet de financer la création française. Encore une fois, sur le papier, un système et un discours génial qui permet officiellement de soutenir la création française dans le cinéma.
Sur tous les autres modes d'exploitation, le CNC perçoit une autre taxe, la TST, la taxe sur les éditeurs et diffuseurs télévisuels, et même une taxe sur les éditeurs vidéo. Ne sortez pas vos calculettes, elles vont cramer. La chronologie des médias nourrit une croyance encore étrange qui est de se dire que sans l'imposition de cette règle, le public n'irait plus au cinéma, se contentant par exemple des sorties télé, VOD ou SVOD. C'est une croyance sœur directe de la croyance dénoncée dans l'épisode 2 bis. Vous vous souvenez laquelle ? Pourtant, rien ne prouve que le public qui va en salle est le même que celui qui dépend de la télévision ou encore de ceux qui ne jurent que par les plateformes de streaming ou le Blu-ray. Tous ces modes de consommation du contenu sont différents. L'expérience vécue ne sera pas la même, le coût d'accès à chaque expérience est différent et adapté. Par conséquent, ces modes de consommation ne peuvent pas se faire concurrence, puisque chaque mode d'exploitation a son propre contexte, son propre coût, et donc ne s'adresse pas au même type de public, puisque l'expérience sera différente à chaque fois. Pourtant, le système en place en France nous fait croire le contraire. C'est pourquoi nous devrons composer avec la chronologie des médias encore quelques années. En France, cette chronologie est assez lourde car elle influence avec force le financement des films et les privilèges d'accès aux recettes d'exploitation du film. Car plus l'acteur ou l'actrice est proche de la recette directe, l'achat du ticket de cinéma, plus il a de pouvoir de vie ou de mort sur un film, car plus il est disposé à encaisser les recettes et donc théoriquement à investir sur le développement des projets. En réalité, la chronologie des médias a été pensée pour favoriser le business des exploitants, c'est-à-dire des salles de cinéma. Puis elle a été ajustée pour permettre aux diffuseurs d'être sécurisés un maximum aussi, surtout les diffuseurs privés. Pour sécuriser les chaînes privées, pour pas dire Canal+, quoi. Je l'ai pas dit, hein. Officiellement, la chronologie des médias tient compte des nouveaux usages de consommation des films. C'est pourquoi ce sont les chaînes de télévision payantes comme Canal+ et OCS qui sont prioritaires sur les plateformes pour la diffusion des films après exploitation en salle de cinéma. L'imposition de la chronologie des médias est de sécuriser le retour sur investissement des exploitants et des télévisions payantes. Mais chaque année, cette chronologie des médias est remise en cause du fait de la comparaison des résultats en salle face au succès croissant des plateformes et au vieillissement continu du public de télévision classique. Sans oublier l'appauvrissement croissant de la qualité des films sortant en salle de cinéma. Mais bon, ce n'est qu'un détail. Pour bien comprendre la chronologie, voici un schéma. C'est quand même mieux avec un schéma. Alors pourquoi c'est important de comprendre cette notion ? C'est important de comprendre cette notion car cela explique comment fonctionnent les recherches de financement et aussi comment fonctionne la gestion et la perception des recettes. À chaque fenêtre de diffusion correspond un contrat de diffusion et donc un accord de financement avec une exclusivité et une durée. De cette exclusivité découle le mécanisme de redistribution des recettes. Pour mieux le comprendre, utilisons l'image d'un entonnoir avec filtre à chaque étape. Allez, encore un schéma. Je vais finir comme Joséphine. J'en ai marre, ça marche pas. En haut, en premier, se trouvent les exploitants, les salles de cinéma. Les salles de cinéma font des recettes sur les tickets de cinéma, mais pas uniquement. Pensez au prix exorbitant du popcorn ou de la canette de soda, ou encore le prix du cookie ou de la glace que vous aimez déguster devant votre film. Même l'eau est un luxe pour aller au cinéma. Notez que toutes ces recettes annexes sont en dehors des taxes du CNC. Le CNC ne prend sa part que sur le ticket. Ensuite viennent les distributeurs. Une fois la récupération de leur MG, le minimum garanti, qui correspond à l'investissement du distributeur pour acquérir le droit d'un film et ainsi le soumettre aux exploitants. Une fois ce MG remboursé par les sorties salles, le distributeur garde ensuite une commission de 30% sur toutes les autres exploitations et reverse le restant au producteur délégué du film. Enfin ça, c'est la théorie, parce qu'en France, en dehors des succès supérieurs à 1 million, 1,5 million de spectateurs, le distributeur ne reversera pas la recette au producteur, trouvant toujours des frais supplémentaires qu'il avait omis d'expliquer, de communiquer, de stipuler dans le contrat. Bref, si votre film ne fait pas un succès retentissant, en tant que productrice, vous pouvez vous asseoir sur votre recette. Alors vous vous dites, c'est pas grave, une fois l'exploitation salle terminée, j'irai revendre mon film à une plateforme pour profiter aussi de l'exploitation et reverser des recettes aux ayants droit qui dépendent de moi. Non, parce que maintenant les distributeurs prennent aussi les droits sur toutes les exploitations hors télévision française. Toutes les exploitations. Ils ont un terme pour ça, c'est la cross-collatérisation des droits, la cross-co pour les intimes. La cross-co, c'est une façon polie de te dire, puisque ton film ne marchera pas en salle de cinéma parce que j'ai pas l'intention de surinvestir en com, je garde les droits à recettes sur tous les autres modes d'exploitation, histoire de me refaire. Tout cela sera plus clairement expliqué dans un épisode spécial sur tout le jargon employé pour noyer le poisson. Continuons sur la théorie de l'entonnoir.
Après les distributeurs vient la productrice qui reçoit donc sa part du distributeur avec qui elle a contractualisé pour son film. Une fois que la productrice a perçu cette part, elle garde ce qui lui reste et reverse les droits à tous les ayants droit à qui elle a promis des droits à recette. Là encore, certaines productrices se rendent compte alors, mystérieusement, qu'elles avaient oublié des frais, des coûts, des imprévus et que par conséquent, ils sont dans l'incapacité de reverser des recettes à tous les ayants droit. Flûte! Oh zut! J'avais oublié de compter le loyer du pantouse de Mémé, parce qu'officiellement c'est elle la gérante de la boîte. C'est souvent là qu'on retrouve le coproducteur ou la coproductrice minoritaire qui était initiatrice du projet et qui a une probabilité très faible de constater la couleur de la recette de son projet. Je vous renvoie à l'épisode 2 bis pour comprendre pourquoi certains esprits choisissent de penser comme ça. Viennent donc sous les productrices tous les ayants droit aux recettes qui ont pris des parts en échange d'un geste commercial, d'un travail, de droits artistiques ou autres. Notez que chaque année, l'ensemble des actrices percevant les recettes doivent obligatoirement établir un relevé de compte par film. Ce relevé peut être communiqué aux différents ayants droit sous leur demande, donc les distributrices, les productrices, les auteurs, les coproducteurs, les partenaires, etc., pour preuve du reversement ou du non-reversement des recettes. Tout le monde ne fait pas son relevé de compte par film parce qu'en fait ça prend du temps, ça prend de l'argent et puis qu'on n'a pas envie non plus de fournir trop de preuves du non-reversement systématique. Bah oui. L'image de l'entonnoir est pratique pour bien comprendre le système de reversement des recettes dans le cinéma français, dépendant de la chronologie des médias, appliquant une règle économique toute trouvée pour justifier la croyance toxique, encore bien d'actualité, la façon la plus sûre de faire du bénéfice, c'est au détriment de quelqu'un d'autre. Je crois avoir bien expliqué tout cela dans le fameux épisode 2 bis, que je vous invite à écouter autant de fois que nécessaire pour accompagner vos méditations professionnelles. Gardez bien cette image de l'entonnoir en tête, parce qu'elle n'est pas appliquée qu'en France, mais ailleurs aussi, puisque à court terme, elle permet de réaliser des bénéfices non négligeables. L'image de l'entonnoir. Soyez donc vigilantes, faites preuve de pédagogie et de bienveillance avec chaque actrice et acteur, collaboratrice ou collaborateur, pour permettre l'émergence de véritables accords à somme non nulle. Pour ce faire, cela doit reposer sur de l'honnêteté et de l'équité à tous les niveaux, donc sur tous les maillons de la chaîne de valeur. La chronologie des médias aujourd'hui. À ce jour, la chronologie des médias est régulièrement remise en question, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Néanmoins, la crise sanitaire mondiale liée au Covid a prouvé qu'elle pouvait être modifiée, voire même partiellement annulée, pour permettre l'accès au contenu au public. Ainsi, pour des cas exceptionnels, les délais d'attente sur la chronologie peuvent être réduits. Le problème est que pour faire évoluer la chronologie des médias, voire la faire disparaître, il faudrait repenser tout le système, toutes les règles de contractualisation et par conséquent toutes les règles d'accès au financement public et privé. Bref, repenser complètement une industrie entière, en tout cas en France. Conclusion. En conclusion, cet épisode présente une spécificité toute française, certes, mais qui inspire des pratiques aussi à l'étranger pour l'accès à la source des recettes. Tout l'enjeu ici est d'être le plus proche possible de la source des recettes pour faire un maximum de bénéfices en ne respectant pas ou peu les accords contractuels passés avec ses collaboratrices sur la chaîne de valeur, quand ceux-ci sont derrière vous sur la chaîne, évidemment. Concrètement, aujourd'hui, c'est compliqué, car quand on sort un film au cinéma en production indépendante, les chances que le contrat passé avec la distribution ou encore au-delà avec l'exploitation soit respecté sont très minces. C'est pourquoi cela encourage un système malsain d'exploitation, car la façon légale et saine de faire des bénéfices n'est pratiquement jamais respectée. Je m'arrête là pour ce numéro. Notez que plusieurs consciences sont en plein changement sur toute la chaîne de valeur et dans le bon sens. Pour un mieux-être général et pour une économie plus juste et honnête. Donc, gardez espoir et votre énergie. On aura toujours besoin de films de cinéma et nous avons tous besoin d'une économie plus saine et juste. Vous pouvez télécharger le résumé de l'épisode et le schéma récapitulatif avec le lien en description du podcast. Pensez à liker, à commenter positivement, à mettre 5 étoiles et à relayer ce podcast à ceux qui pourraient en avoir besoin. Restez positifs et à bientôt pour le prochain numéro. Merci beaucoup.